Oui, allô? Oui, allô? Salut Sofiane, comment tu vas? Ça va. Bien rentré, j'espère. Hein? Tu es bien rentré, j'espère. Oui, oui, ça va, ça va. Ok. Ta semaine, ça a été? Ça va. Après le dernier cours, vous avez eu à faire des cours de SVT ou pas? Non. Et le cours que tu m'as envoyé, tu l'as fait quand? Le fichier que tu m'as envoyé. Oui? Ouais. On vous a remis le fichier quand, en fait? Je sais pas, vendredi la semaine dernière. Ok. Est-ce que tu as fouillé un peu? Quoi? Est-ce que tu as fouillé le fichier? Tu Oui, essayes oui, de oui. voir. Oui, oui, j'ai commencé à travailler, oui. Donc, en gros, c'est un peu le résumé de tout le thème 1 que vous avez fait en classe sur la biodiversité. Oui. Tu as compris certaines parties ou pas? Non. Déjà, commençons par le début. Je fais un partage d'écran. Tu as le fichier en face de toi, j'espère. Oui, oui. Ok. Tu vois le partage ou pas? Oui, c'est Tu bon, vois je le vois. bouton. Ok. Donc, en gros, le thème 1, c'est la Terre, le vivant. Apparemment, c'est une erreur du prof. Et l'organisation du vivant. Déjà, la biodiversité, résultats et étapes de l'évolution. Tu peux lire, s'il te plaît. Si tu as le La fichier en bio... face de toi, tu lis directement chez toi là-bas. Ok, ok. La biodiversité, résultats et étapes de l'évolution. Actuellement, on a décrit environ 2 millions d'espèces, mais la Terre abriterait jusqu'à 100 millions d'espèces différentes. Le terme biodiversité a été créé très récemment par Walter G. Rosen en 1985. C'est une composante importante du développement durable. Ok. Donc, la problématique, on dit comment on décrit la biodiversité et l'appréhender. Donc, en gros, tout le cours va en fait essayer de répondre à la question là. C'est bon?
Ouais, Donc déjà, la première partie, ce sont les différentes échelles de la biodiversité. Si tu as pu lire, il y a trois échelles. Il y a la diversité des écosystèmes, la diversité des espèces et la diversité génétique. C'est bon? oui, Donc en gros, chaque partie avec en fait son détail. ok. Testons. Parlons de la diversité des écosystèmes. Tu as compris quoi à travers, à travers ce grand temps-là? Puisqu'on Mais dit la biodiversité correspond à la diversité du monde vivant et à sa dynamique. Elle s'observe à trois échelles. La biodiversité des écosystèmes, la diversité des espèces et la diversité génétique. Mhm. Donc, parlons de la diversité des écosystèmes. Déjà là, biodiversité. La biodiversité, c'est quoi, selon toi? Biodiversité? Oui. Déjà, dans biodiversité, tu as deux groupes de mots. Bio et Bio. diversité, du coup, Et- pour moi, c'est la diversité biologique. ouais. Donc, la diversité des êtres vivants. Donc, quand on dit êtres vivants, ça peut être animaux, végétaux, fossiles, champignons ou bactéries. Bon. Oui, Donc, si on va directement sur le 1.1, la biodiversité au travers des écosystèmes. Apparemment, vous avez utilisé l'activité 1 plus le livre à la page 50. oui, Donc, les écosystèmes correspondent au milieu de vie, aux propriétés physico-chimiques particulières et à une communauté d'organismes vivants qui le composent et interagissent avec lui. Un écosystème se caractérise donc par une combinaison d'espèces végétales, animales et microbiennes, comme je venais de le citer. Chaque organisme vivant y exerce des fonctions distinctes: producteur, production, consommation, décomposition, et ont de multiples relations les unes par rapport aux autres. Est-ce que tu as compris la partie là? oui, oui, OK. Donc, en gros, parlons des relations. Il y a les relations alimentaires, les relations de coopération et les relations antagonistes. Antagoniste, le mot te parle déjà relations alimentaires. On dit végétaux consommés par des animaux, eux-mêmes nourrissant d'autres animaux. Les micro-organismes qui décomposent la matière organique produisent à leur tour des nutriments pour les végétaux. Est-ce que tu as compris cette partie? oui, Et puis on dit relation de coopération. Symbiose micro-hygiène. C'est pour dire que la symbiose micro-hygiène, c'est pour dire que ce sont des racines, en fait, des racines des plantes et des champignons de la même espèce, au fait. Et puis ok. après, il y a relation antagoniste, compétition pour utilisation d'un même milieu, parasitisme. Quand on parle d'antagonisme, c'est pour dire genre, qu'ils font une action. Lorsque celui-ci fait une action, l'autre interagit au fait. C'est pas si tu as compris. Oui, Voilà, donc c'est un peu ça. Lorsqu'on parle de relations antagonistes. Après, ils ont mis en quelque sorte la carte de répartition des principaux biomes terrestres qui est à côté. Ils ont mis du pôle à l'équateur se succèdent en bande parallèle de grands types de formations végétales caractéristiques des grandes zones climatiques de la biosphère. Ces phytocénoses, associations d'organismes végétales, constituées avec la faune qui leur est associée. Donc, en bas, ils ont juste mis des exemples. Si tu regardes au niveau du document 1, ils ont mis une mare et une forêt. Bon, le document 1 montre une mare et une forêt de chênes, deux milieux de vie fréquents en France. Comme les gens, chacun d'eux est habité par différentes espèces et peut être défini par des caractéristiques physiques. Donc, parlons des caractéristiques physiques. Ils veulent parler de la température, du climat, de la luminosité, qui déterminent en réalité les conditions de vie propres à chacune
de ces espèces qui sont présentes là et qui sont présentes sur l'image que tu vois là. Il y a la mare qui est à gauche et puis la forêt qui est à droite. Puis à côté, tu as juste un graphe qui parle de la répartition des grands écosystèmes en fonction de la température et de la pluviométrie. Tu peux juste me dire un peu ce que tu vois là. Des schémas. Ouais, au niveau de la répartition, tu peux me dire ce que tu vois. Agent un graphisme. Et essaie de décrire un peu le graphisme en fonction de ce que toi tu vois. Je veux voir. Ben là, c'est la répartition des grands écosystèmes en fonction de la température et de la pluviométrie, c'est-à-dire que par exemple, ben, dans la forêt tropicale, il va y avoir une plus grande moyenne annuelle des précipitations que dans les déserts, où là, les déserts vont être plus avancés que dans les moyennes annuelles des températures. Et toundra, il est dernier dans les dans les deux types, que ce soit la température ou les précipitations. Ok. Donc là, on monte au fait les précipitations en moyenne annuelle par rapport à la température. Toujours la moyenne annuelle des précipitations par rapport en fonction des moyennes annuelles des températures. Donc tu verras jusque en fonction de l'espace dont il s'agit. Puisque là, tu verras forêt tropicale, forêt tempérée, prairie, toundra, taïga et désert. Tu verras qu'en fonction de chaque milieu, euh, la moyenne annuelle des précipitations est différente. Je sais pas si tu vois la même chose que moi. Oui, oui, oui. Par exemple, si je prends le désert, tu verras que la moyenne annuelle des précipitations du désert ne monte pas réellement. Elle est plutôt constante et au fur et à mesure que la température augmente. Par contre, lorsqu'il s'agit des forêts tropicales, au début c'est basse, mais après ça monte. Ça monte, ça va jusqu'à environ, disons, 449 par là. Je ne sais pas totalement à 450, on me dit qu'environ, c'est à 449. Donc là, en gros, ils ont juste montré un peu comment l'écosystème, au fait, est réparti en fonction de la température et des précipitations. Pour ne pas dire en fonction de la température et de la pluviométrie. C'est bon? Ouais. Du coup, tout ce cours, au fait, c'est comme un résumé, tu vois. Tu dois, en fait, plus te concentrer sur... Et comment dirais-je? Tu dois plus te concentrer sur l'apprentissage du cours, dans le sens où tu apprends, tu essaies de retenir. Puis cela, c'est un résumé que le prof ou bien c'est une prof, je sais pas trop, a essayé de vous faire, tu vois. Donc, ce serait à toi, en fait, d'essayer de lire et de garder. C'est bon? Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et en bas, on met l'espèce humaine, comme les autres espèces, est impliquée dans ses relations avec l'environnement. Déjà, cette phrase-là, normalement, toi, tu le sais, puisqu'on parle des êtres vivants. L'homme est un être vivant. Ouais, ouais. Donc, naturellement, il est impliqué dans les relations dont on parle ici. Donc, ils ont dit, sa vie dépend de la satisfaction de ses besoins alimentaires d'omnivores nécessitant diversité et abondance d'espèces, domestiquées ou non. Sa santé dépend des micro-organismes qui peuvent l'habiter ou l'envahir, éventuellement via d'autres espèces, avec des effets bénéfiques ou néfastes. S'intéresser à l'ensemble des relations au sein des communautés d'espèces et entre ces espèces et leur environnement revient à étudier des écosystèmes. Tu as compris la partie là, j'espère. Oui. OK. Donc, en bas, ils ont mis un écosystème corallien. C'est l'image, au fait, qui est à côté, ils ont décrit. Donc, on te dit que 25% des espèces marines, alors qu'ils ne reçoivent que 1% des fonds marins. Donc, c'est pour te dire que, en gros, il y a 25% des espèces marines, au fait, qui constituent l'écosystème corallien. Ça, tu vois à côté là, l'image en bleu avec un poisson de couleur bleue,
bleu, vert, jaune là. C'est en fait ça qui est là. Et puis, à côté, tu vois plantation en monoculture, faible biodiversité, sensible au changement. Donc, on va passer à la partie de la diversité des espèces ou biodiversité spécifique. En gros, on avait dit que la diversité des espèces, ils ont dit diversité des espèces entre parenthèses, espèces animales, végétales, champignons, bactéries, virus, etc. Donc ici, c'est au fait la description écrit concrètement ce qu'il y a dedans. Déjà, c'est quoi une espèce? Une espèce, c'est Oui. comment dire? C'est un peu une espèce. Une espèce, c'est un ensemble d'êtres vivants qui ont les mêmes caractéristiques. Ouais. Donc là, comme c'est écrit en rouge, on dit l'espèce est définie comme un groupe d'êtres vivants qui se ressemblent, qui peuvent se reproduire entre eux, interfécondent et dont la descendance est viable et fertile. Espèce et exemple, on a l'être humain, les hommes, la souris. Tu peux citer d'autres si tu veux, il y en a assez. Hein, pardon? Je pas entendu. Je dis, tu peux citer d'autres, il y en a assez. Il y en a assez d'exemples qui vont dans ce sens-là, qui sont des espèces. Donc, par exemple, parler de l'homme, de la souris. Tu peux rajouter d'autres exemples là, qui te feront plus facile à garder. C'est toi qui vois. C'est bon. Tu me suis toujours? Oui, oui. OK. Donc, ici, la suite dit, ici, fait référence à l'ensemble des espèces présentes dans un écosystème donné. Les études de terrain permettent de repérer cette diversité et d'évaluer l'importance quantitative de chaque espèce. La notion d'espèce est un concept inventé par l'homme pour mieux appréhender la nature. Cette notion est importante pour décrire la biodiversité dans notre environnement. Ainsi, chaque être vivant étudié par les biologistes est nommé selon son nom d'espèce, suivant une nomenclature binomiale définie par Linné au XVIIIe siècle. Il est toujours composé de deux mots. Par exemple, on a Irido rustica est le nom pour l'hirondelle rustique. Je sais pas si tu connais l'espèce dont on parle ici. Normalement, si tu checkes sur le net, tu pourras avoir une image de, de l'espèce dont il s'agit. C'est juste au fait un exemple pour te montrer qu'en fonction de chaque espèce, on a différents noms. Tout dépendra au fait de la nomenclature. Tu me suis toujours pas. Oui, oui. C'est bon juste là, ou bien je dois revenir sur quelque chose. Non, non, ça va. Ok. Au XVIIIe siècle, la notion d'espèce a d'abord été établie sur les critères morphologiques, puis au XXe siècle sur des critères biologiques, et en particulier selon celui de la reproduction. Bref, ici, lorsqu'on te dit que d'abord c'est la morphologie, on se base au fait en premier lieu sur la morphologie et après sur la biologie des espèces, sur les critères biologiques. C'est comme l'exemple je prends l'exemple des araignées. Si on doit se fier à la morphologie, tu sais qu'il y a plusieurs espèces qui ressemblent aux araignées et qui ont également plusieurs pattes. Tu es d'accord avec moi? Oui, Voilà, on peut mettre tout ça dans la même et on peut nommer tout ça de la même manière, mais c'est pas le cas actuellement. Il y a des espèces qu'ils ont nommées araignées et à d'autres, ils ont donné d'autres noms. Justement, c'est la morphologie est la même, mais lorsqu'on va dans les critères biologiques, ils ont des critères biologiques différents, au fait.
Voilà pourquoi en fonction de ça, là, et ceux qui ont nommé ça se basent sur tout ça pour donner le nom, pour nommer chaque espèce. Donc, les critères de nomenclature, c'est d'abord la morphologie et après, maintenant, les critères biologiques. C'est bon? Oui. Donc, en bas, tu verras, il y a un tableau où on te donne, c'est comme un tableau où on te donne certains exemples, hein. Tu vois la carte, c'est ici, et puis les espèces. Et en parlant d'espèces, espèce un ils ont mis ours brun, après ours polaire, et ici, il n'y a pas une espèce, puisqu'il s'agit des hybrides. La caractéristique est là. Tu verras le pelage. Si on doit parler déjà de la morphologie, tu verras qu'ils ont tous des pélages. Des pelages. Pelage, tête et doigt, doigt, omnivore, omnivore, et puis leur mode de vie. Jusque tu verras que lorsqu'on prend pelage, les espèces ours bruns ont des pelages bruns, tandis que les ours polaires ont des pelages blancs. Ceux du haut ont des têtes rondes, or ceux du bas ont des têtes pointues, tu vois. Mais ce sont tous des ours. C'est ces différentes caractéristiques, au fait, qui permettent de distinguer si ce sont des ours bruns ou des ours polaires. Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je suis en train de dire. Oui, oui. Voilà, puisqu'ils ont la même morphologie, on leur a tous donné le nom d'ours, mais en fonction maintenant de ce qui s'ajoute à chaque espèce, il y a maintenant la partie brun ou polaire, ou lorsqu'ils ont tout, on les appelle des hybrides. Ils sont à la fois bruns et polaires. Caractéristiques intermédiaires, tête rare, dos et quelques spécimens sauvages identifient à la lisière entre les deux autres os, tu vois. Donc, et des os qui ont à la fois les caractéristiques des os bruns et des os polaires sont en fait des hybrides. Donc, à côté, ils mettent cependant cette définition a des limites et ne peut pas être toujours utilisée, que ce soit au niveau morphologique. Différentes importances entre mâle et femelle dans quelques espèces dimorphismes sexuels ou reproductives, existant de descendance fertile entre individus d'espèces. Et puis, ils ont cité, au fait, ils ont donné quelques exemples d'espèces qui sont dans ces cas-là. Maintenant, la dernière échelle, il s'agit de la diversité intraspécifique. Au sein de chaque espèce, les individus, bien qu'ayant les mêmes chaînes, possèdent des allèles souvent différents. Tu sais, c'est quoi un gène et c'est quoi un allèle? Un gène, c'est un ensemble d'allèles. Mhm. Et un gène, Ah, je sais tu viens de donner gène. pas. Allèle, je sais pas. Bon, quand on parle d'allèle, c'est en quelque sorte les caractéristiques d'un gène. Si je prends gène couleur de peau, par exemple, là, on peut avoir plusieurs allèles, comme blanc, clair, brun, noir, tu vois. Tout ça, ce sont des allèles, au fait, du gène couleur de la peau. C'est bon? Ouais. Oui. Donc, ils mettent c'est la variété, c'est la variabilité génétique à l'origine de la diversité génétique. Ces différents allèles présents dans une même population sont issus de mutations, parfois anciennes et transmises au cours des générations. Donc, en gros, là, c'est pour te dire que la diversité, au fait, des allèles sont obtenus par mutation. Or, la mutation, c'est une modification au niveau de l'ADN. Donc, plus il y aura de mutations, plus on aura en fait diversité dans les allèles qu'on obtiendra. C'est là, ils t'ont mis un exemple de mollusque à côté. Tu verras les escargots qui sont là. Tu verras qu'ils ont la même. Bon, ce sont tous des escargots, mais là, leur couleur diffère. Donc ici, par exemple, pour le gène, on peut parler du gène couleur de la carapace, si je veux le dire ainsi, des escargots. Et là, maintenant, tu verras qu'il y a jaune, rouge, bleu, bleu, blanc, bien bleu, jaune.
Tu vois, les six photos, en fait, qui sont à côté. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Ouais, Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça. On te dit juste que la diversité des couleurs obtenues est, est causée, au fait, par les mutations. Et en les échelles de la biodiversité, actuellement, un peu moins. Bon, là, c'est ce qu'on a fait plus haut. Tu verras que c'est un peu la répétition, en fait, qui a été faite. C'est bon? c'est bon. OK. Donc, un 4 bilan. Plus haut, on a parlé de trois niveaux de trois échelles de la biodiversité. On a parlé de quoi et quoi? De combien de biodiversité? On a parlé de trois échelles, non, de la Oui, biodiversité. il y avait l'échelle, il y avait la biodiversité des écosystèmes, des êtres, des espèces et des molécules Ouais, génétique. génétiques. Ok. Voilà. Donc, en gros, c'est le bilan qui a été fait en bas à travers les trois images que tu vois là. Donc, parlons de la biodiversité des écosystèmes. On a eu à dire que ça dépend de la pluviométrie, de la température. Donc là, tu verras que sur la carte, bien sûr le globe, ils ont parlé de forêt tempérée, lac, désert, forêt tropicale et océan. En fonction de chaque milieu, la diversité, au fait, va changer. À côté, tu as la biodiversité des espèces. Tu verras qu'il y a les lombriques, les vers de terre, les oiseaux, les escargots, les papillons, le popipode, la fourmi et puis les cerfs. Et pour finir, la biodiversité génétique à travers la diversité des allèles qui est due à des mutations, donc à des changements au niveau de l'ADN. Là, tu verras cinq individus de la même espèce, mais ayant différentes couleurs. C'est bon? Oui. Juste en bas, tu verras qu'il y a des définitions qui ont été données. Ils t'ont donné la définition de allèle. Je sais pas si tu vois ça en bas. Tu veux lire? Un allèle, séquence de nucléotides présente dans un gène. Un gène peut exister dans une population sous plusieurs versions d'allèles. Trois modifications de la séquence de nucléotides d'un gène pouvant créer de nouveaux allèles, pardon, et parfois de nouveaux caractères. Voilà, donc le 3 tu verras que le 3 au fait, ils ont mis 3 au niveau, ils ont mis 2 au niveau de allèle et 3 au niveau de mutation. Si tu remontes plus haut, au niveau du grand 1,3, la diversité intraspécifique. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, oui. Voilà, donc là, essaie de suivre le curseur. Allèle, tu vois, il y a 2 là, non? Tu vois le 2 en haut de allèle? Oui. Rouge. Voilà, donc c'est la définition qu'ils ont donnée en bas. Et mutation ici, au niveau de la cinquième ligne du paragraphe. Tu verras qu'au niveau de mutation, il y a 3. Donc, c'est la définition de mutation qui est en bas. Donc, en gros, la mutation, c'est une modification de la séquence de nucléotides d'un gène pouvant créer de nouveaux allèles, comme on a dit plus haut. C'est bon? C'est bon. Tu as compris ou pas? Oui, oui. Donc, en gros, on a terminé le grand 1 qui parle de la différentes échelles de la biodiversité. On va passer au grand 1 2. Bien, au grand 2, l'évolution de la biodiversité au cours du temps. Je te laisse lire. Je dis quoi, le un? Le 2, oui, le 2 1. Ah, pardon. 2. L'influence humaine. L'homme est actuellement responsable d'une réduction de la biodiversité mondiale. La vitesse et Tu vas l'ampleur. sauter le premier point. Ok. La biodiversité évolue en permanence et parfois de façon assez rapide, jour à mois.
selon est souvent la conséquence d'aléas climatiques. En gros, là, on te parle juste, on te dit juste que la biodiversité peut évoluer très rapidement, ce qui est dû aux aléas climatiques. Donc, en fonction du changement climatique, il y a la biodiversité qui évolue très, très, très rapidement. Donc là, c'est la première évolution au cours du temps, ce qui peut durer des jours, des mois. Tellement tu peux passer aux deux, l'influence humaine. L'influence humaine. L'homme est actuellement responsable d'une réduction de la biodiversité mondiale. La vitesse et l'ampleur de celle-ci suggèrent qu'il est responsable d'une crise biologique majeure, notamment du point de vue de la rapidité. Sixième crise biologique. Il détruit les milieux de vie, déforestation, construction, assèchement des points d'eau, des marécages et monopolise les surfaces pour l'agriculture et les infrastructures, habitation, routes. Il surexploite les ressources, chasse, pêche, agriculture et utilise trop de certaines espèces, ce qui diminue leur population. Thon rouge, baleine, tortue de Bourbon, disparition d'espèces. Il introduit des espèces envahissantes, invasives dans certains milieux. Ces espèces vont alors proliférer et détruire les espèces présentes avant et détruire les espèces présentes avant. Exemple, tortue de Floride, le lapin en Australie. Ces activités polluent et modifient l'environnement. Herbicides, pesticides, déchets plastiques dans l'océan et le climat, CO2, CH2, CH4, pardon, le méthane, et ils propagent des maladies. En gros, à ce niveau, on te parle de l'influence des hommes sur la biodiversité. On te dit que l'homme joue en fait un rôle important dans la réduction de la biodiversité mondiale. Déjà à travers la destruction des milieux de vie. Donc, quand on parle de destruction de milieux de vie, je prends l'exemple des forêts. Lorsqu'on fait la déforestation consiste à quoi déjà, selon toi? À produire plus de papier, par exemple. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait la déforestation? On coupe des arbres. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une influence. C'est déjà une influence, au fait, sur la biodiversité. Assèchement des points d'eau, des marécages et la monopolise des surfaces pour l'agriculture, pour les infrastructures. Donc là, il s'agit des habitations, des routes. Après, il y a la surexploitation des ressources, chasse, pêche, agriculture. Il y a certaines personnes, au fait, qui abusent des, de l'exploitation de certaines ressources. Je prends l'exemple des chasseurs. Ils ne sont pas obligés de tuer tous les animaux de la forêt. Tu es d'accord avec moi? Oui. Mais il y a certaines personnes qui ne restent pas, au fait, sur ce dont ils ont besoin, mais ils dépassent, au fait, la limite des, de ce dont ils ont besoin. Donc là, déjà, c'est déjà une influence, euh, c'est déjà un impact, au fait, sur la biodiversité. Il y a les pêcheurs également, lorsqu'ils vont faire la pêche. Ok. Après, ils disent une trop utilisation de certaines espèces. Donc c'est de ça que je parlais tout à l'heure, c'est qui diminue leur population. C'est comme le thon rouge, les baleines, les tortues de Bourbon, ce qui entraîne maintenant la disparition de certaines espèces. En troisième point, ils ont parlé de l'introduction des espèces envahissantes. Ils ont pris l'exemple des tortues de Floride. Je sais pas si tu as une idée de ce dont il s'agit. Si, si. Voilà, donc, ce sont des espèces, au fait, dont on n'a pas réellement besoin, mais qui sont tellement envahissantes qui n'aident pas, en fait, qui influencent la biodiversité mondiale. Ce sont des trucs à réduire. Et puis après, il y a les activités polluantes qui n'arrangent pas également. En parlant de ça, ils ont parlé de climat, de CO2, de CH4.
des déchets plastiques. Ce sont des trucs en réalité qui et, détruisent la couche d'ozone à travers les gaz à effet de serre. C'est pas si tu vois un peu ce dont je suis en train de parler. Ok. Voilà, donc il y a tout ça aussi qui a une influence sur la biodiversité. Ce sont des trucs à réduire. Donc en bas, tu as un tableau qui te résume un peu le type d'action, les causes et puis les exemples de conséquences. Donc la surexploitation, par exemple, de certaines ressources qui sont causées par la chasse, la pêche intensive et puis le braconnage. La conséquence est à côté. On a assez de thon rouge, assez de tortues, de bourbons, des éléphants et plein d'autres animaux. Lorsqu'on fait la destruction des milieux de vie à travers la déforestation, l'assèchement, la construction, les surfaces agricoles, l'utilisation des sols pour l'agriculture, ça a également des conséquences sur la mer, sur les bâtiments, sur les routes et sur les ponts. Donc, à côté, on a l'assèchement de la mer d'Aral, la construction de bâtiments, qui est un exemple d'action, et puis la construction des routes, c'est des ponts. Tu suis toujours. Oui. Donc, après, on a l'introduction d'espèces envahissantes, qui est causée par le déplacement nombreux, important et illégal de, de certaines espèces, ce qui cause parfois des accidents accidentels, de, des commerces illégaux qui ont pour conséquence maintenant le renommement de certaines espèces comme la tortue de Floride, le lapin en Australie et puis euh, des espèces renouées du Japon. Et pour finir, comme type d'action, on a la pollution à travers les insecticides, les herbicides, les déchets plastiques, le CO2, les métaux, bon, principalement les métaux lourds, qui ont pour conséquence la pollution au DDT, la marée verte et puis le réchauffement climatique. En gros, ce sont des trucs que tu dois lire, essayer de garder. C'est en quelque sorte un résumé de tout ce qu'on a dit. Donc, avec ça, si on te demande des exemples, des types d'actions et des conséquences qu'elles peuvent causer, tu dois être en mesure de citer minimum deux pour t'en sortir. C'est bon? Oui. Voilà. Donc là, il y a la référence qui est à côté, la page 71 de votre document 4. Tu peux aller vérifier pour avoir plus d'idées sur le sujet. C'est bon, ça suit toujours. Ouais. Le 32.3. Les évolutions sur les temps géologiques. Tu peux lire, s'il te plaît. Sofiane, toujours là? Ouais. L'étude des fossiles dinosaures ammonites nous apprend que les espèces actuelles ne représentent qu'une toute petite partie du total des espèces ayant existé depuis les débuts de la vie. La disparition des espèces est un phénomène naturel qui est généralement lent mais intervient parfois de façon très brutale. Ce sont les crises biologiques. Elles sont provoquées par des changements environnementaux majeurs et planétaires. Météorites pour la crise Crétacé-Tertiaire, changement climatique et volcanisme exceptionnel et l'action de l'homme. La suite en bas, continue. En exemple, lors de la crise Crétacé-Tertiaire, moins 65 méga-années, près de 75% des espèces ont disparu, en particulier toutes les espèces de dinosaures. Elles sont suivies de périodes de diversification, création de nouvelles espèces. En gros, là, c'est pour te faire comprendre que au fur et à mesure que les temps avancent, on a disparition de certaines espèces
et apparition de nouvelles espèces. Là, par exemple, ils ont pris l'exemple du Crétacé tertiaire en 65 milliards d'années, où il y a près de 75% de certaines espèces qui ont disparu, en particulier des dinosaures. Puisque avant, si tu regardes l'image en bas à droite, tu verras qu'il y a quelques groupes disparus il y a 67 milliards d'années, 67 millions d'années. Tu verras qu'on a des dinosaures là. Oui, oui. Voilà, donc ces types de dinosaures, en fait, ont disparu. Et puis, récemment, on n'a plus ce genre de dinosaures. On a plutôt d'autres espèces, d'autres morphologies de dinosaures. Donc, si tu regardes ça, par exemple, tu n'auras plus la même chose après. Si tu fais des recherches dans les dinosaures qu'on a aujourd'hui actuellement, tu ne verras plus la même espèce, au fait, la même morphologie. Tu n'auras plus la même chose. Donc, c'est soit qu'il y aura une différence au niveau de la tête, soit au niveau du cou, soit au niveau des membres inférieurs, au niveau de la queue. Tu verras au fait qu'il y a forcément une différence. Ce n'est plus la même espèce comme celle il y a 67 millions d'années. Tu suis? Oui, Donc, en fonction de l'évolution, il y a une diversification au fait. Donc, tu verras qu'au niveau du graphe, des nombres de familles en fonction du temps, en millions d'années, tu verras qu'il y a plusieurs. Il y a le Cambien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère, le Permier, le Trias, le Jurassique, le Crétacé, et à la fin maintenant le Crétacé tertiaire, tous primaires, secondaires, tertiaires. Tu verras en fait l'évolution. Ça évolue. Après, il y a un pic. Le pic, au fait, c'est la crise biologique. Et à ce niveau-là, en fait, il y a la diversification. Tu verras le petit cercle en pointillé. Tu vois la même chose que moi. oui, oui. Voilà, donc le petit cercle, c'est pour dire qu'il y a une diversification, une disparition de certaines espèces, apparition d'autres espèces, et qui a continué jusqu'au jusqu'au Crétacé tertiaire. Et à la fin. Qu'il y a un grand pic là, il y a un grand cercle de diversification qui est en haut. Donc on dit juste qu'elles sont provoquées euh, par les changements environnementaux majeurs et planétaires. Donc en parlant de changement, il parle au fait de changement climatique, volcanique et de l'action des hommes. C'est tout ça au fait qui agit sur ces différentes diversifications où on a et la perte de certaines espèces et la renaissance, si je peux le dire ainsi, de d'autres espèces. Donc, c'est la même chose, les deux graphes du bas montrent. Tu verras le temps en millions d'années. On a les angiospermes. Les angiospermes, au fait, ce sont des plantes à fleurs. Des plantes à fleurs. Puis, on a les conifères au Crétacé secondaire, les fougères, les prêles, les pénitylates au Crétacé secondaire, au Jurassique et au Trias, on a les fougères à graines. J'espère que tu vois la même chose que moi. Oui. OK. À côté, tu verras l'évolution de la diversité de quelques groupes de vertébrés au cours du temps également. Tu verras que lorsqu'il s'agit du milieu terrestre et du milieu marin, on a euh, disons, différentes avancées. Quand on prend le milieu terrestre, on a les dinosaures. Au niveau des milieux marins, on a les mosasaures, les plésiosaures. Tu verras qu'en fonction, au fur et à mesure que le temps augmente, en partant du Carbonifère, du Trias, du Jurassique, du Crétacé et du Paléogène, le graphe monte et puis ça descend. Donc à chaque pic, à chaque ligne, à chaque ligne horizontale, on a également des diversifications. Donc disparition de certaines espèces et apparition d'autres espèces.
Je veux qu'on voit la même chose. Sofiane, toujours là. Oui, oui. OK. Donc, on met une crise biologique se caractérise par quatre critères. Une disparition massive d'espèces, plus de 115% des êtres vivants, une survie d'une diversification des espèces ayant survécu à la crise d'une manière brutale en quelques milliers d'années, par son aspect global sur toute la planète et affecte tous les écosystèmes. C'est un peu le bilan de tout ce qu'on vient de faire. Donc, ce serait à toi, en fait, de lire et de garder ces quatre critères qui agissent, en fait, ou qui caractérisent une crise biologique. Donc, comme bilan, l'étude de la biodiversité du passé par l'examen des fossiles montre que l'état actuel de la biodiversité correspond à une étape de l'histoire du vivant. Les organismes vivants actuels ne représentent qu'une infime partie des organismes ayant existé depuis le début de la vie. C'est pour te dire que ceux qui ont existé au début, au fait, ont disparu. Il y a une diversification où elles ont disparu et puis il y a eu apparition, au fait, de nouvelles espèces. C'est bon, tu as compris la partie là ou pas? Oui. OK. Donc, là, il y a les mécanismes de l'évolution des espèces. C'est le grand 3. On va le faire la prochaine fois. Ok. Je fais là. Normalement, on a terminé. Donc, je vais te demander de lire le grand 3, le grand 4 également. Tu as le 3 et le 4 en bas. Voilà. Le 4, la communication intra-spécifique. Ok, C'est pas ok. long. C'est pas long. J'essaie de lire. La prochaine fois, pour qu'on essaie d'aller plus vite. Tu me Ok. diras les parties que tu n'as pas compris. On verra Ok. s'il faut faire un exercice sur ça ou pas. Ok. Donc, pour te retrouver, tu peux utiliser le livre que vous avez utilisé au cours et utiliser les différentes pages. De la page 78 à 81 et puis de la page 94 à 97. Tu essaies de voir tout ça. Et la prochaine fois, tu me diras ce que tu n'as pas compris. Ok. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Tu travailles pendant les congés ou pas? Non. Ok, d'accord. Donc, je te dis à la prochaine alors. Et bonne Merci. révision à toi. Merci. Ciao, au revoir. Ciao.